Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bonsoir et merci une fois de plus d'être fidèles aux émissions de TLR TV et suivre Perspective, Prospective, le Congo, la Renaissance. Je suis Georges Goma. Pour la troisième fois consécutive, nous allons recevoir un expert que vous connaissez déjà d'ailleurs, Monsieur Alphonse Maboussou, consultant et expert en pétrole et en mines. Monsieur Maboussou, pour cette troisième fois consécutive, va nous parler de l'aménagement du territoire au Congo-Brazzaville. Dans la droite suite de deux émissions que nous avons eues, rappelez-vous que monsieur Maboussou nous avait parlé lors de la première émission du potentiel minier du Congo-Brazzaville. Au cours de la deuxième émission, il nous a parlé des perspectives du CRC sur la réorganisation de ce secteur. Et pour la troisième fois, ça sera sur un modèle d'aménagement du territoire tel que pensé par le CRC. Sans plus tarder, tournons-nous vers M. Maboussou. M. Maboussou, bonjour. Bonjour, Monsieur Georges Goma. Je suis tenté de vous demander comment vous allez. Oh, par la grâce du Seigneur, ça va. M. Maboussou, dans l'hypothèse où les revenus de pétrole et des mines au Congo sont très bien affectés et parcimonieusement utilisés, quel serait le modèle d'aménagement du territoire? Et d'ailleurs, dites-nous un peu, c'est quoi l'aménagement du territoire? Quels sont les acteurs de l'aménagement du territoire? Merci bien pour votre question. De l'aménagement du territoire, je dirais que c'est une action et une pratique de disposer avec ordre et méthode à travers l'espace d'un pays et dans une vision prospective, les hommes et leurs activités, les équipements et les moyens de communication qu'ils peuvent utiliser en prenant en compte les contraintes naturelles, humaines et économiques, voire stratégiques. C'est l'ensemble d'actions menées par des acteurs privés ou publics qui interviennent sur un territoire donné et en façonnent son espace. L'espace qui peut être les routes, les ponts, les usines, les autoroutes, les tramways, la requalification des villes urbaines, etc. Quels peuvent en être les acteurs? Les acteurs, comme je venais de le dire, peuvent être le public, c'est-à-dire l'État, le privé, une famille ou des individus qui, pour chacun, en ce qui le concerne, contribuera à l'embellissement de la cité, la lutte contre l'insalubrité, par exemple, l'éradication du paludisme, le coup de poing ville propre. Je comprends très bien que l'aménagement du territoire, mais dans le cadre du Congo-Brazzaville, est-ce que le domaine de l'aménagement du territoire a été bien conçu, a été bien traité? Nous voyons tous les dégâts posés par la mauvaise urbanisation de nos villes, ce qui pose réellement problème d'aménagement du territoire. Parce que si nous prenons l'exemple de Pointe-Noire n'était pas préparée à recevoir toute la population qui s'y trouve aujourd'hui. Monsieur Maboussou, s'il vous plaît. Alors, je vais vous arrêter un peu à ce niveau-là. Vous allez parler de Pointe-Noire. On va revenir là-dessus. Mais pour l'instant, essayons de regarder un petit reportage. Pourquoi nous projetons ce reportage? Pour que nos internautes essaient de faire le rapport d'eux-mêmes par rapport aux réalités qu'on peut trouver ailleurs. Ailleurs, on voit des modèles. Quand ces modèles sont réussis, on les apporte, n'est-ce pas, dans un autre cadre. C'est le développement de Dubaï. Dubaï, c'est un producteur de pétrole qui a su utiliser son pétrole dans l'aménagement du territoire, comme on va le voir. Et puis après, on reviendra sur Pointe-Noire, M. Maboussou.
Merci d'avoir suivi ce reportage. Alors, Monsieur Maboussou, je reviens à vous. Vous avez vu le reportage sur le développement de Dubaï de 1960 à maintenant, comment on a bâti une ville. Alors, nous avons une ville Pointe-Noire. Pointe-Noire, c'est la ville qui produit le pétrole au Congo-Brazzaville. On peut même dire, on l'a dit déjà, que la richesse du Congo sort de Pointe-Noire. Alors, comment changer le visage de Pointe-Noire? Comment changer nos quartiers aussi? Parce qu'il y a une caractéristique particulière quand on regarde un coup d'œil synoptique sur nos quartiers, c'est des quartiers quand même qui sont mal famés. Alors, je vous laisse, donc vous avez commencé à parler même de Pointe-Noire, alors je vous laisse un peu parler de Pointe-Noire dans le cas de l'aménagement du territoire. Merci bien pour votre question. Dans le cas de l'aménagement du territoire de la ville de Pointe-Noire, par extension de toutes les villes du Congo, permettez-moi de parler d'un élément important qui soit comme un préalable à une telle activité. C'est quoi? C'est le recensement de la population, de l'habitat, avec des drones et des architectes congolais pour évaluer l'existant et se projeter. Il faut aussi profiter à cet effet de faire le recensement des entreprises. Donc, cette base de données va nous permettre d'imaginer toutes les données statistiques nous permettant de nous projeter par rapport à l'urbanisation d'une nouvelle ville, comme celle de Pointe-Noire, dont il est question maintenant. Mais, Monsieur Maboussou, vous parlez d'un élément important qui est le recensement de la population. Alors, est-ce que vous avez une idée de quand est-ce qu'on a fait un dernier recensement au Congo-Brazzaville? Le dernier vrai recensement du Congo-Brazzaville remonte à une trentaine d'années. Une trentaine d'années? Ah oui, tous les recensements dont on fait référence ont été juste des ajustements ou des réajustements. Voilà. Simplement du fait à débuts électoraux, voyez-vous, à débuts électoraux, alors qu'un vrai recensement va permettre à mieux orienter les projets de requalification de nos villes et aussi du travail qu'on serait amené à donner aux Congolais demain. Sans oublier l'éducation, la santé et tout ce qui va avec. Donc, le recensement, c'est le point culminant vers lequel tout développement peut se faire. Parce que tous les scénarios seront imaginés à partir, effectivement, de cette population qui aurait été dégagée. Vous verrez que même les plus hautes autorités de la République du Congo vous disent qu'on est environ 4 millions, environ 5 millions, mais personne ne donne le chiffre exact. Allons donc braver cette ressource pour que nous soyons en mesure de nous projeter réellement. Je vais rebondir sur un aspect de la chose. En parlant de ce recensement-là aussi, je pense quand même aussi qu'il faut mettre en évidence le clivage interrégional aussi. Parce que quand on voit l'histoire du Congo-Brazzaville, on a comme l'impression, c'est pas une impression, les populations sont agglutinées autour de Brazzaville et de Pointe-Noire, surtout Pointe-Noire aussi après les épisodes de guerre civile, les gens sont agglutinés autour de Pointe-Noire. Donc, je pense que quand vous parlez de l'aménagement du territoire d'une manière générale aussi, c'est aussi la possibilité de rééquilibrer, n'est-ce pas, les populations qui sont en ville et dans les régions pour faire vivre les régions aussi, non? Effectivement, qu'est-ce que constatons-nous aujourd'hui? Nos villes sont surpeuplées du fait des guerres que nous avons connues au Congo et aussi du fait de l'agriculture qui a été abandonnée dans l'Hinterland. Ce qui fait qu'il n'y a plus de travail dans les régions. Et vous verrez même que dans nos villages, les gens ont tendance à manger ce qui provient de la ville, alors qu'ils ont la terre à leur disposition. Donc, il faut renverser la tendance, pousser les gens vers l'agriculture, vers le travail de la terre, pour
permettre donc à nos villes de trouver les ressources leur permettant effectivement d'avoir de quoi manger 3 repas par jour. Et bio, c'est possible. Comment? Comment faire? Vous parlez, vous le dites très bien vous-même, la campagne ou bien dans les régions, l'agriculture, mais il faut penser quand même une nouvelle façon de faire l'agriculture, non? Hein? Pour permettre à ces gens-là de vouloir vivre dans les régions. Tout à fait. Dans l'intégration donc de ce plan d'aménagement du territoire, nous pouvons considérer 3 rayons. Le premier rayon qui se trouve à plus ou moins une trentaine de kilomètres de la ville dont il est concerné, notamment Pointe-Noire ou Brazzaville ou Dolisie, etc., on créerait ce qu'on appelle des villages agricoles. Et ces villages agricoles, on y apporterait la route, les semences, les engrais, la logistique, et on en garantirait l'achat des produits, donc, de ces produits agricoles-là. Donc, au lieu de ce que nous entendons aujourd'hui, comme si le Congolais était paresseux, comme si les meilleurs cultivateurs seraient juste les voisins du Congo, mais pas les Congolais, on peut aller vers une solution de trust. C'est-à-dire que nous avons les propriétaires terriens, nous avons les populations villageoises qui vivent autour des zones concernées et nous avons des jeunes désœuvrés qui errent dans les grandes villes et nous avons en plus de cela l'État. On peut les mettre ensemble avec éventuellement un investisseur ou des investisseurs pour en constituer un trust. Je peux donner une répartition du capital d'un tel trust. Les propriétaires terriens pourraient disposer de 10%, les populations villageoises 10%, les jeunes désœuvrés 10%, l'État 11% et les investisseurs éventuels 49%, ce qui constituerait 100% du capital. Sachant que et l'État et les Congolais, c'est-à-dire les propriétaires terriens, les villageois et les jeunes désœuvrés, apporteraient la terre et les lois de la République pour permettre à l'investisseur qui viendrait avec ses capitaux de trouver la main-d'œuvre sur place et de se déployer. Ça, c'est donc le premier périmètre. Le deuxième rayon serait constitué donc autour de 20 km, 10 km de la ville concernée, de logements sociaux. Voilà, de logements sociaux. Donc, ce sont des familles de Congolais qui recevront de l'État des logements sociaux équipés aux alentours donc de grandes villes. Il s'agit donc là d'un package qui va inclure le logement social, une franchise de commercialisation des denrées alimentaires sous la forme de boutiques, de supérettes, de supermarchés ou d'hypermarchés bien achalandés et approvisionnés au quotidien par un réseau logistique respectant les normes ISO en la matière pour en garantir la bonne distribution. Un conseiller technique assistera à la famille pour permettre la bonne gestion des ressources, notamment le remboursement du crédit, de la franchise, le salaire, la mutualisation avec la santé, l'épargne, etc. Et ces logements seront équipés au travers des scieries que nous aurons in situ. Les sociétés forestières ont les permis. Et à ces scieries, il y aurait donc de la menuiserie industrielle auprès desquelles nous solliciterions donc des kits de meubles qui seront fournis pour l'ensemble donc de ces logements sociaux. Et le troisième élément, c'est quoi? C'est la ville en elle-même. Parce que nous avons réalisé le recensement de la population et de l'habitat. Nous avons pris les images de ces habitations. Nous avons, nos architectes auront évalué chacune de ces maisons, tout en respectant les monuments historiques de ces villes-là. Il nous sera possible de requalifier certaines villes. Vous voyez, on peut prendre un quartier de 10 000 habitants, on rase tout, on laisse ce qu'il y a à laisser, et on requalifie. Et cette requalification va aller dans le sens de ce que Dubaï a fait, c'est-à-dire un plan d'urbanisation, le tout à l'égout, on fait les routes,
on fait l'électricité, on met un château, sachant que ce château d'eau va approvisionner 10 000 personnes. Et dans un autre quartier, on mettrait un autre château qui serait couplé au précédent en série pour régler les problèmes de backup. Si celui-ci ne marche pas, il peut s'approvisionner auprès de l'autre château. Et on déploie en ce moment-là notre algorithme. Parce que pour 10 000 habitants, on aurait besoin de X écoles, école maternelle, X collèges, Y lycée, une université polytechnique, un marché, une église, une mosquée, etc. Vous voyez? Donc, tout peut être imaginé en ce moment-là. Et on éviterait effectivement cette urbanisation désordonnée qui se fait aujourd'hui. Là, vous nous avez parlé de ces 3 rayons, 30 km et plus, 20 km et à l'intérieur des villes. Ailleurs aussi, on encourage aussi les gens dans la ville de cultiver dans leurs concessions également. Tout à fait. Dans les villes qui sont en hauteur, sur les balcons également, il y a cette possibilité, et même sur les toits. Donc, dans le cadre vraiment du développement durable, il y a cela. Alors, ma question, quand même, c'est autour de ce qui se passe en ce moment même au Congo-Brazzaville. Vous avez noté la notion de trust. Ce n'est pas qu'on veuille pas que les étrangers viennent investir au Congo-Brazzaville. En ce moment, il y a un problème de la distribution des terres, la vente des terres au Rwandais, par exemple. Est-ce que vous pensez que vous pouvez dire quelque chose là-dessus? Quelles seraient les conséquences positives ou négatives aussi par rapport à cette initiative? Je ne suis pas homme de droit, mais je pense que le droit est inaliénable. Et nous avons vu que l'Alsace et la Lorraine, que les Américains, les Allemands avaient annexé, est revenu à la France. Nous avons vu le problème de Hong Kong et ils sont nombreux sur cette terre des hommes. Voilà pourquoi vendre un territoire, un bout de territoire à un État, fût-il démocratique, pose un problème de souveraineté de ceux qui sont de cet État-là. Ça pose un problème de souveraineté. Voilà pourquoi la notion de trust semble être la solution la plus indiquée pour moi. Parce que l'investisseur peut retourner avec ses capitaux investis, mais les Congolais vont conserver les richesses au Congo et ça va créer une classe des gens qui seraient riches au Congo et qui pourront aider le Congo à avancer. Voyez-vous? Donc, quel que soit ce que l'on peut nous présenter comme solution à ce niveau-là, il faut que nous allions vers les trusts. Si nous ne partions pas vers les trusts, ce serait difficile. Les Congolais seraient comme des spectateurs. Voilà. Et c'est compliqué. Je relève la notion de classe moyenne. La notion de classe moyenne. Donc, on voit très bien, je suis votre discours, M. Maboussou. La notion de classe moyenne, la notion du développement de l'agriculture, l'existence d'un potentiel humain au Congo-Brazzaville. Il y a des jeunes qui sont très nombreux, désœuvrés. Je pense qu'avec, si je vous suis très bien, cette approche ou ce concept de trust peut évidemment marquer la référence par rapport aux projections du CRC. C'est-à-dire, mieux vaut donner davantage aux Congolais qu'aux étrangers, avec tout ce que vous avez mentionné en termes de perte de souveraineté. Tout à fait, parce que dans le scénario que nous venons de présenter, l'État, quand je parle de l'État, c'est une société constituée, qui peut être constituée de Congolais, à qui on donne du crédit. Parce que nos ressources nous permettront effectivement de disposer d'un peu d'argent et on donnerait donc du crédit à des Congolais organisés qui peuvent faire venir des semences, qui pourront faire venir des engrais et qui entretiendront les routes pour permettre la sortie des denrées alimentaires qui seraient produites dans ces zones agricoles. Maintenant, nous pouvons aller vers des quotas de production de façon à solliciter auprès de ces trusts des quantités que nous achèterions dans le cadre de notre centrale d'achat des produits locaux, ce qui garantirait des flux d'argent
auprès du trust qui pourrait se projeter aussi. Et en ce moment-là, on n'aura pas besoin d'un investisseur étranger. Vous voyez? Maintenant, si l'étranger vient avec des capitaux réellement, je ne sais pas si les Rwandais ont les capitaux nécessaires, mais ils ont les mains comme nous. Donc, je ne sais pas. Je ne comprends pas cette logique. Je relève que vous avez relevé que les Rwandais sont comme les Congolais, finalement, ont-ils suffisamment de moyens pour investir de la sorte au Congo-Brazzaville? Et vous avez parlé, j'ai noté aussi que si on a un peu d'argent, mais quand même, quand on voit ce que vous nous avez dit jusque-là, au cours des émissions passées, le Congo parlait de peu d'argent. Je ne sais pas, on a quand même brassé pas mal d'argent, non? Effectivement. Pour pouvoir disposer de quelque chose de substantiel pour développer ce que vous dites là. Oui, c'est juste une façon de parler. En fait, le Congo dispose des moyens lui permettant effectivement de faire face à ses obligations. Il s'agit juste de changer de politique, d'éviter de voler, de mettre des garde-fous et d'assurer la redistribution de cet argent. L'instinct de survie a poussé le Congolais aujourd'hui de faire un recours à la terre. Ils n'ont pas attendu un slogan de la République pour dire un député, un chant ou je ne sais pas quoi. Parce que nous aimons bien les slogans au Congo. Vous irez autour de Pointe-Noire ou autour de Dolisie ou même autour de Brazzaville, vous verrez que les jeunes se déploient. Mais ils font face à deux problèmes. Les problèmes de moyens, notamment les équipements leur permettant de sortir leurs denrées des lieux de plantation, et aussi les problèmes de semences, les problèmes de distribution. Auprès de qui devraient-ils vendre leurs denrées qui pourrissent là où ils les produisent? C'est l'État qui devait mettre en place des mécanismes permettant d'aller chercher cette production pour que le cultivateur trouve son compte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a d'abord un problème d'organisation au niveau national qui permettra effectivement l'éclosion de ce secteur d'activité qu'est l'agriculture. L'aménagement du territoire a un rapport très étroit avec le territoire ou les territoires. C'est ça. Je vois en France, par exemple, la loi de décentralisation. Ça, c'est les années 80, début des années 80, 82, plus précisément. La loi de décentralisation qui a donné du pouvoir, n'est-ce pas, aux collectivités territoriales. C'est ça. Dans le cadre du Congo, comment est-ce que vous envisagez cela? Est-ce que donner, n'est-ce pas, ce pouvoir aux collectivités territoriales dans l'aménagement du territoire et dans ce que vous venez de dire, l'agriculture, vous mettez quand même, vous ramenez l'agriculture à la dignité d'un bon concept là, mais il faut quand même aussi l'affectation des moyens dans les régions aussi. Comment ça peut se faire pour que, évidemment, ça puisse prendre, que la menace puisse prendre? Tout à fait. La décentralisation ne doit plus être juste un sujet de campagne électorale, mais plutôt une solution pour tirer le Congo vers le haut, vers son plein de développement. L'équivalent d'une municipalisation accélérée, soit 300 milliards de francs CFA, peuvent permettre de développer des projets multiformes au niveau de tous les districts du Congo. Je peux vous les citer. Désengorgeant de facto les grandes villes, tout en apportant du travail aux jeunes et de l'alimentation bio dans le panier de la ménagère. D'ailleurs, Arthur Rimbaud a dit que la vie fleurit par le travail. Donc, le Congolais ne pourra se forger que par le travail. Redonnons aux Congolais toutes ces lettres de noblesse pour que vive à jamais le Congo renaissant. Okay? Je vous parlais des districts tout à l'heure. Dans le Kwilu, nous en avons 6. Vous avez Luango, Yinda, Madingokai, Mvuti, Kakamweka et Nzambi. Si vous allez dans le Niari, vous en avez 14. Louvakou, Kimongo, Divenier, Kibangu, Makabana, Londelakai, Yaya, Nyanga, Mungulu Nord, Mungulu Sud, Mbinda, Mayoko, Banda. Et à cela, vous ajoutez les 4 arrondissements.
1, 2, 3 et 4 de Dolisie. Si vous allez du côté de la Bouenza, vous avez 10 districts que sont Fouati, Bokosongo, Kai, Kingwe, Loudima, Mouyondi, Tsiaki, Yamba. Et vous avez les 3 arrondissements, 2 de Nkaï et 1 de Madine. Si vous allez dans la Lekumu, vous avez 5 districts, Sibiti, Komono, Zanaga, Bambama et Mayeye. Et là-bas, vous avez un arrondissement unique qui est l'arrondissement de Sibiti. On continue. Vous avez dans le pool 13 districts. Kinkala, Boko, Minduli, Mayama, Vinza, Ngabe, Banzandunga, Kimba, Luingi, Gomatete, Igné, Lumo, Kindamba. Vous avez l'arrondissement unique de Kinkala et l'arrondissement unique de Kintele qui viennent s'ajouter à cela. Dans les plateaux, vous en avez 11. C'est l'organisation administrative du Congo. Vous voyez? Donc, où vous avez Djambala, Gambama, Gamboma, Abala, Olombo, Ongoni, Mpuya, Ngo, Mbon, Makotipoko, Alembe, Lekana et l'arrondissement unique de Djambala. Dans la cuvette, vous avez quoi? 10 districts. Owando, Makwa, Bunji, Oyo, Chikapika, Mosaka, Lukolela, Ngoko, Bokoma plutôt, et l'arrondissement unique d'Oyo, en plus de celui comment on appelle, de Wando aussi. Dans la Likwala, dans la Sanga plutôt, la cuvette ouest, vous avez 6 districts. Evo, Kele, Okoyo, Etumbi, Mbama, Mbomo, et l'arrondissement unique d'Evo. Dans la Sanga, vous avez 7 districts. Mokeko, Sembe, Swanke, Gwala, Pikunda, Kabo, et l'arrondissement unique de Pokola, plus l'arrondissement unique de Wesso. Et enfin, dans la Likwala, vous avez 7 districts, que sont Imfondo, Dongu, Epena, Eniele, Biranga, Betou, Bouanela, et l'arrondissement unique d'Imfondo. À cela, vous ajoutez les grandes villes de Brazzaville et de Pointe-Noire. Brazzaville a 10 arrondissements, ok? Donc, vous ajoutez les 9 arrondissements connus, Makelekele, Bakongo, Poto, Mungali, Wenze, Talanga, Mfilou, Madibou, Djiri, et vous ajoutez l'île Mbamou. Et enfin, les districts de Pointe-Noire, que sont l'arrondissement 1, Numumba, l'arrondissement 2, Mbumbu, l'arrondissement 3, Tietie, l'arrondissement 4, Luandjili, l'arrondissement 5, Mongompuku, l'arrondissement 6, Ngoyo, et l'arrondissement 7, Tiambanzasi. Telle organisation administrative, c'est celle du Congo. Je mets au-delà les autres problèmes qui sont inhérents à cette organisation, mais pour le moment, restons concentrés sur l'administration du territoire. Donc, un plan de décentralisation du Congo peut permettre effectivement de déverser 300 milliards de francs CFA, l'équivalent de la moyenne d'une municipalisation accélérée, pour effectivement changer le Congo en 100 jours. Ce que propose Vous dites M. Mabousso, en 100 jours. Ce que propose le CRC. Nous pouvons aller peut-être... On peut aller à 90 jours pour permettre à la sémence de fleurir. Mais je puis vous garantir qu'en 100 jours, si nous avons fait le recensement de la population, de l'habitat et des entreprises, et si nous avons 300 milliards pour déployer la décentralisation dans les différents districts de la République, le Congo va changer. Alors, vous avez parlé aussi de 300 milliards. Je suis tenté de ramener un peu cette histoire des 14 000 milliards. À côté de 300 000 milliards et 14 000 milliards qui ont disparu, sans compter les sommes qui circulent normalement dans le dispositif politique administratif au Congo-Brazzaville, est-ce que vous pensez qu'il y a un manque flagrant de volonté politique pour développer le Congo? Manque flagrant de volonté politique, ça, c'est leur problème. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que tout l'argent qui se trouve planqué revienne au Congo pour permettre son développement. Et en ce moment-là, avec l'ensemble des Congolais, on pourra voir s'il y a réellement manque de volonté politique ou pas. Nous voulons tourner la page d'hier. Elle est longue. Elle fait 60 années.
de désordre, de perte de temps inutile, de tribalisme, au lieu d'utiliser l'ethnie comme étant un charme pour tout Congolais. Parce que nous sommes constitués de la sorte. Quand vous voyez la ville de Dolisie, vous avez un quartier Bakongo, un quartier Babembe, un quartier Bakuni, un quartier Basundi, Batsangi, Banzabi. Mais combien de fois avez-vous appris qu'au Congo, ils se sont battus? Au contraire, nous organisions même des championnats de Monafoot, chaque communauté ayant son équipe. Pigeon Vert, Sakampele, Botafogo. Vous voyez? C'est ça le charme du Congo. Est-ce que vous êtes en train de dire que finalement, l'ethnie est utilisée au Congo-Brazzaville par le pouvoir actuel pour instrumentaliser les choses à leur seul avantage? Est-ce que c'est ça qu'on veut comprendre, M. Maboussou? Nous avons vu des images dans un camp militaire où le serment était fait en langue. Dernièrement, c'est un musicien, je suis un peu désolé parce que je n'avais pas le droit de citer une telle hérésie, mais bon, un musicien qui disait que le mboshi était la langue du pouvoir. Du pouvoir. Voilà. Donc, on a tous vu, hein? On constate simplement. Mais moi, je ne rentre pas dans ces hérésies. Voilà. Non, mais c'est pas. Nous voulons aller de l'avant. Avec tous les Congolais. Avec tous les Congolais. Monsieur Maboussou, donc, il faut tenir aussi compte quand même de ce qui se passe au niveau beaucoup plus global, au niveau international. On parle du développement durable, on a parlé du développement durable, mais aussi on parle de comment on appelle l'expression, c'est la lutte au changement climatique qui s'impose presque à tout le monde maintenant. La moindre petite action qu'on peut poser ici, quelque part à Bunji ou bien à Sibiti là-bas, peut avoir des répercussions au niveau global, au nom de cette lutte contre le réchauffement climatique. Alors, comment est-ce que le CRC intègre dans sa prospective et dans sa perspective ces deux éléments-là, développement durable et lutte contre les changements climatiques? Oui, si je fais référence à ce que vous-même vous aviez dit tout à l'heure au sujet des maisons bio, oui. Où on aurait des plantations au dernier niveau de ces maisons-là, effectivement, c'est des exemples à suivre. Sinon, il faut aller vers la création des emplois verts avec l'agriculture et l'artisanat, de façon à favoriser une économie verte, c'est-à-dire renforcer la résilience des sociétés et des personnes grâce à une transition qui soit juste pour tous et qui ne fasse pas de laisser pour compte. Okay? Renforcer la coopération, intégrer la solution fond bleu dont on parle tant pour le bassin du Congo, okay? Parce que la forêt du Mayombe, ça contribue à l'équilibre écologique mondial. Mais il faut savoir l'utiliser et le maintenir pour que, effectivement, cet équilibre puisse intégrer une solution mondiale et qu'on puisse en tirer profit. Parce que cet équilibre ne concerne pas que les Congolais, mais ça concerne toute la société du monde. Donc, il faut vendre le Congo, il faut vendre le Gabon, il faut vendre le Cameroun, il faut vendre la RDC par rapport à cette forêt du Mayombe pour que les revenus qu'on en tirerait de cela dans le cadre de la protection du climat puissent être utilisés pour faire, par exemple, l'usine d'eau sur le fleuve Congo. Et la RDC et le Congo pourront apporter de l'eau au monde entier. Vous voyez? On peut faire le barrage de Sunda, qui est une énergie propre. Vous voyez? Qui n'affecte en rien l'environnement. Ouais. Cet investissement est tellement lourd que nous avons besoin de nous tourner vers les grands investisseurs avec l'appui des bailleurs de fonds internationaux pour aller vers ces grandes réalisations. Vous avez le tourisme avec Konkwati. À Konkwati, nous avons le parc national de Konkwati, nous avons le musée de Maluango, vous avez le village artisanal, vous avez l'arbre de Brazza, vous avez les chutes Madiaba plutôt, vous avez les monts de la Lune et les rivières bleues entre Dolisie et Mosenjo, vous avez le parc national de Noabalendoki, vous avez les chutes de la Lufulakari. Tous ces sites
dans le cadre d'une économie verte, peuvent être déployés et permettre au Congo de gagner de l'argent sous une autre forme. Voyez-vous? Oui. C'est vers ces solutions-là que le CRC se propose d'aller pour que, effectivement, le Congo puisse contribuer à l'équilibre écologique. Écologique. Voilà. Alors, je vais relancer celle-ci, Monsieur Maboussou. Bon, les sites de production, qu'il s'agisse des énergies fossiles, le pétrole et le gaz naturel, ou qu'il s'agisse même des autres minerais. De plus en plus, oui, l'or est à la mode au Congo-Brazzaville. Et oui, on a vu quand même qu'il y a un problème lié à l'environnement, c'est-à-dire après la production, le démantèlement des installations qui ne se fait presque pas et qui laisse, on a vu à Pointe-Noire, n'est-ce pas, les problèmes liés, n'est-ce pas, à la pollution. Et puis, on a vu aussi des images dans des vidéos qui circulent des Chinois qui exploitent le pétrole sur les terres congolaises et un responsable, et la population est aux aguets, et un responsable qui vient pour demander des comptes à un Chinois qui se moque même du responsable politique, qui rigole sur sa tranche. On a bien vu. Alors, comment mettre de l'ordre dans ses rapports avec des industries étrangères qui viennent opérer au Congo? Comment le CRC pense, n'est-ce pas, traiter cette affaire-là? Je vois le traitement de cette affaire à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le quotidien, c'est-à-dire avec le plan d'implantation, l'étude d'impact environnemental de chaque projet, il faut le revoir et le déployer au quotidien pour s'assurer que la société respecte les contraintes qui lui ont été édictées dans ce cadre-là. Vous voyez? Et le deuxième aspect que je vois là-dedans, c'est quoi? C'est l'audit sur le fonds d'abandon des champs matures, que ce soit un gisement minier ou un gisement pétrolier. Le jour où il arrive à sa fin de vie, l'argent qui a été placé de côté pour son démantèlement doit être utilisé à cet effet. Maintenant, il faut faire la lumière. Le Congo a plein de problèmes d'argent, certainement qu'ils ont puisé aussi dans ces réserves-là, alors qu'ils n'en avaient pas le droit. Il faut qu'on nous dise si cet argent existe et s'il existe, où se trouve-t-il? Oui, mais c'est facile de remonter l'histoire. Hein. Nous connaissons les productions et nous connaissons les cours du baril ou le prix du baril ou le cours du dollar. On peut remonter pour savoir combien, effectivement, à combien correspondent ces fonds pour chacun des gisements exploités au Congo. OK. Alors, nous allons vers la fin de notre émission, M. Maboussou. On voit très bien que la problématique de l'aménagement du territoire est une problématique globale qui ne se réduit pas simplement à ces enclaves économiques que constituent les centres urbains, notamment Brazzaville et Pointe-Noire, et que l'enjeu serait d'étendre l'économie de façon peut-être pas forcément unilatérale dans toute la République. Ce serait bien qu'on avance là-dessus. Alors, ma question est de savoir simplement, vous avez certainement donné déjà des éléments de réponse, mais je voudrais que vous ramassiez ça une fois de plus. Comment rendre nos régions attractives? Pour rendre nos régions attractives, il faut déjà y affecter les ressources appropriées permettant leur redéploiement. Parce que nos régions sont abandonnées aujourd'hui. La jeunesse a fui les régions et se retrouve dans les grandes villes qui sont surpeuplées. Donc, il faut faire une sorte de migration de la population des villes surpeuplées vers la région. Comment? En y apportant de la ressource. Déjà, si vous avez la ressource intellectuelle ou la ressource humaine, il faut y apporter les capitaux, nous permettant de nous déployer effectivement vers la terre, vers le commerce, pour que le secteur tertiaire soit maîtrisé, là où se trouve la majorité des Congolais, soit maîtrisé et permettre aussi d'avoir des routes, des autoroutes, des tramways, pourquoi pas. Hein? Changer un peu la façon de penser du Congolais, qui à la fin du mois doit réfléchir, il me faut
provisionner le prix de mon bus, ok? Parce que c'est un bus propre qui utilise des énergies renouvelables que je prends, sachant que je quitte 20 km pour aller travailler dans la ville de Pointe-Noire. Vous voyez? Sachant que les rocades existeraient, et le tramway existerait, les voies ferrées existeraient et tout, pour transporter ces gens-là vers la ville. S'ils peuvent s'occuper au quotidien, c'est-à-dire avoir un travail décent et à long terme, ils peuvent organiser leur famille tranquillement. Nul n'irait derrière un homme politique pour chercher un pécule ou pour chercher de quoi vivre et créer des intrigues entre les Congolais parce que, bon, il n'y a que l'homme politique qui peut faire vivre les autres. Il faut ce Congo-là où on voit des députés prendre leur per diem pour aller faire des espèces de ponts, soit bannis. Un député est au Parlement pour produire des lois. Les lois qui vont arranger la cité demain. Mais ils ne sont pas là pour faire le m'as-tu vu et puis faire des espèces de ponts ou des dons comme si, bon, écoutez, il n'y a que les députés qui ont l'argent, il y a que alors qu'il y a l'État qui devait jouer ce rôle. Ouais. Donc, on détourne tout et voilà, on amène la télévision comme pour faire le Matalana. Ouais. Tout ça, ça doit s'arrêter et allons vers un Congo propre où il n'y aurait pas de différence. Chacun travaillerait sur la base de ses connaissances, fût-il cultivateur ou ingénieur, tout le monde est important dans la société, mais qui gagnerait au même titre que voilà, quiconque, qui pourrait aller se faire soigner dans un hôpital huppé de la ville, mais en brandissant juste sa carte vitale, pas en allant avec de l'argent, comme font les autres aujourd'hui. Vous voyez? Et ce n'est qu'avec ce Congo que chacun pourra se reconnaître. Quand on voit l'équipe qui gouverne le Congo depuis maintenant 23 ans, après la guerre civile, bon, je vois M. Jean-Jacques Bouya faisant un discours devant M. Denis Sassou Nguesso et s'autosatisfaire de ce qu'ils ont accompli. Et généralement, on montre des immeubles, les 2 tours jumelles d'un pilar, on montre le viaduc, on montre ces infrastructures-là. Voilà l'objet de la satisfaction. Mais est-ce que pour le CRC, ce n'est pas, comment je peux dire ça? Le développement, ce n'est pas au-delà de cela. Ce n'est pas au-delà de cela, de simples infrastructures seulement. Est-ce qu'on peut parler du développement de l'être du Congolais? Est-ce qu'on ne peut pas penser quelque part le développement du Congolais qui serait instruit dans des conditions tout à fait normales et qui produirait de la valeur à la fin? Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de passer comme idée là. Est-ce qu'en voyant seulement des immeubles, on peut se satisfaire d'avoir fait quelque chose si quelque part on a besoin d'aller chercher des étrangers pour venir faire l'agriculture alors que le Congolais pouvait être développé lui-même d'abord pour qu'il soit capable de le faire? Une classe moyenne, quoi. Il y a deux choses. La première chose pour moi, c'est le peuple et l'environnement, qui sont les seuls juges de ce que tout pouvoir peut être amené à faire. C'est eux qui jugent. Aujourd'hui, on peut se poser la question suivante. Combien de Congolais travaillent? Combien de jeunes ont trouvé le travail depuis que ces gens-là sont aux affaires? Est-ce qu'ils ont résorbé le chômage? Ils vont nous dire que oui, même en France, même aux États-Unis, il y a des chômeurs. C'est vrai, mais c'est toute la population qui est concernée par le chômage. Les retards dans les paiements des salaires, des pensions, de tout ce qui est le tralala que nous connaissons, c'est dû à quoi? C'est dû à la mauvaise gouvernance. Okay? C'est dû au mauvais positionnement des projets d'infrastructure que ces gens-là ont voulu mettre en exergue. Vous faites la corniche, c'est une très bonne chose, mais faites la corniche en respectant le cahier des charges. Si on le fait en ne respectant pas les cahiers des charges et qu'on soit en mesure de revenir dessus 2 ans ou 3 ans après, c'est que vous êtes passé à côté. Et ceux qui ont le BCBTP, ou je sais, Bureau de contrôle, ou je sais, des travaux publics, et tous les autres qui ont été inclus dans la gestion de cette infrastructure devraient être en tôle aujourd'hui.
Vous voyez? Mais comme c'est leur Congo, ils font ce qu'ils veulent, personne ne les juge. Mais un jour, ils seront jugés et ils en paieront le prix. Maintenant, l'autre aspect de la chose, c'est pour développer le Congo, il faut un tout cohérent. Il faut un tout cohérent qui va permettre d'intégrer donc le problème de l'emploi, okay, le problème permettant de résorber le chômage, de donner le problème de l'habitat, donc donner un logement aux Congolais, le problème des soins médicaux, le problème de l'éducation, les infrastructures comme l'eau, l'électricité, les routes, okay, pour aller chercher les denrées alimentaires dans les plantations et la distribution. Je ne vous ai même pas parlé de la centrale d'achat des denrées alimentaires étrangères, parce que tout ce que nous n'allons pas produire au Congo, il faut qu'on le produise, que nous l'ayons. Mais comment on va faire? On va organiser des Congolais qui vont donc créer une centrale d'achat des produits importés. Ils vont aller sur la place internationale chez Glencore, négocier par exemple l'achat du riz, du beurre, du lait, etc., en attendant que les Congolais ne soient spécialisés là-dedans aussi. Au lieu de voir le spectacle que nous offrent les Ouest-Africains et les Libanais, on va arrêter de manger le ebembadoula. Nous allons manger la viande de Kimongo, qui est succulente. Cette viande-là, elle est succulente. Nous allons vendre les gamundele dans nos grandes villes, qui sont très bons pour la santé. Vous voyez? Mais ce n'est pas les produits importés et autres qui vont permettre aux Congolais d'avancer. Si on a réussi à faire l'élevage des bœufs tchadiens à Oyo, vous croyez qu'on ne peut pas faire ça dans le reste de la République? Et quels sont les Congolais qui mangent ces bœufs? Vous voyez comment on peut restreindre même la distribution des denrées du Congo ou au Congo? Vous voyez, donc allons vers des solutions décentralisées où chaque département va être autonome et va avoir les moyens de sa politique. Dans un premier temps, ils seront tractés. Mais après, c'est eux qui extourneront l'argent vers la République pour son fonctionnement. Il faut souligner, M. Maboussou, que le Congo-Brazzaville est un pays gâté par la nature. Hein? Une belle pluviométrie, un espace forestier, des savanes et tout cela. Un pays très, très propice, n'est-ce pas, aux actes de développement de toute nature, parce que par comparaison, il y a des pays qui sont désertiques, qui font des choses extraordinaires, Alors, peut-être un dernier mot, Monsieur Maboussou. Si vous jetez un grain de piment, un mois après, vous verrez germer le piment. Et ce piment-là est parfumé avec une très bonne saveur. Vous le mettez dans la marmite, dans un court bouillon de je ne sais pas quoi, vous n'aurez même pas besoin de l'assaisonner. C'est ça le charme du Congo, de la nature du Congo. Nous avons tout à notre disposition. Mettons-nous ensemble pour rebâtir notre cité, parce que nous voulons de ce Congo-là où il fait bon vivre. Et c'est possible. Nous avons été dans les écoles, nos enfants ont été dans des grandes écoles et autres. Arrêtons-nous de nous canader inutilement. Nous avons perdu trop de temps. Nous avons besoin des uns et des autres pour avancer et avançons ensemble. C'est comme les maillons d'une chaîne. Un seul doigt ne peut pas laver la main. Vous voyez? Donc, mettons-nous ensemble parce que là où s'arrêtent mes limites, commencent les compétences de l'autre. Alors, il n'y a que Dieu qui connaît tout. Merci une fois de plus, Monsieur Maboussou, d'avoir été avec nous au cours de cette troisième émission, qui est une émission pédagogique, on l'a bien compris, une émission participative aussi. Hein, on laisse la liberté, n'est-ce pas, aux uns et aux autres d'apporter leur pierre à l'édifice de cette émission. Alors, je vais me tourner vers nos internautes qui ont pris l'habitude de nous suivre pour les remercier de nous suivre régulièrement tous les dimanches autour de perspectives et prospectives, le Congo, la Renaissance, et que tout le monde a bien compris qu'à l'observation, une radioscopie de la situation du Congo-Brazzaville aujourd'hui sur tous les plans, le pays a besoin d'une renaissance. Et nous sommes là pour partager avec vous toutes les idées autour de cette renaissance qui préfigure la reconstruction d'une nation.
et qu'on ne peut pas continuer indéfiniment dans une situation de crise telle que nous la connaissons aujourd'hui, depuis 23 ans maintenant. Il arrive des moments où les Congolais doivent être responsables et suffisamment réfléchis pour être à l'unisson et aller vers ce Congo que nous recherchons tous et surtout ce Congo que nous n'allons pas léguer aux générations futures, mais un Congo que nous avons emprunté à ces générations futures et dont nous avons besoin de laisser en bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on ne va pas endetter le pays tel que ça se fait aujourd'hui et disparaître demain et laisser ce fardeau de dette insoutenable à ces générations futures qui d'autres ne sont pas encore nées et qui ne comprendront pas pourquoi nos aînés nous ont laissé une telle dette alors qu'ils ont joui de ce pouvoir-là avec une violence symbolique inouïe. Merci une fois de plus et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine dans Perspective Prospective, le Congo, la Renaissance, une production de TLR TV. Merci et au revoir.